On va recommencer alors. Nous sommes donc ici à l'IEA et nous démarrons des activités donc avec un professeur très spécial, hein, professeur Valentin, professeur à l'Université de Paris 8. C'est un grand plaisir de tous vous recevoir ici pour une discussion, une conversation, un débat sur un sujet qui nous touche particulièrement. Le professeur Valentin est professeur à Paris 8, chercheur au sein du laboratoire Experis Paris 8, auteur de l'ouvrage L'institution renversée qui s'intéresse justement à la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Discussion, problématisation au sujet de l'institution, de l'analyse institutionnelle. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir, professeur. Celles et ceux qui nous suivent sur Internet, si vous souhaitez poser des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les envoyer au mail qui vous a été communiqué. Voilà, donc c'est un grand plaisir, hein, professeur Valentin et toutes les personnes présentes ici. Nous allons donc commencer avec une exposition, une présentation du professeur et ensuite on rentrera dans le débat, la discussion à proprement Merci parler. beaucoup, Merci beaucoup. Nilton. Encore une fois, merci. Je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci aussi, je souligne encore une fois la traduction. Hein. Merci encore pour le travail de traduction qui est vraiment essentiel dans ce type, dans ce genre de dispositif et de rencontres. Je ne parle pas assez bien portugais pour faire cette intervention en portugais. J'espère qu'un jour je pourrai le faire. Voilà. Alors, j'ai donné à mon intervention ce titre assez général, hein, c'est un titre très général, Institution et production de subjectivité, actualité de Deleuze-Guattari, point d'interrogation, parce qu'il m'a semblé que on connaît, enfin, quand on lit Guattari, quand on s'intéresse à son parcours et à, disons, aux concepts qu'il a formulés, qui sont très nombreux, cette question cet enjeu de la production de subjectivité me paraît très important et pour justement essayer de comprendre un peu la manière dont il propose une approche originale de l'institution. Hein, il me semble que chez Guattari, la relation entre institution et subjectivité est une préoccupation constante, une préoccupation constante, même si cette préoccupation, bien évidemment, est parfois, on pourrait dire, déplacée, qu'elle est parfois reformulée à travers des notions, à travers plutôt des concepts qui sont parfois plus fins, plus complexes hein, que ces deux concepts très génériques hein, que sont la subjectivité d'un côté et l'institution de l'autre. Euh, dans un texte qui a été publié à titre posthume après sa mort, dans un petit recueil intitulé De l'Éros à la Borde, l'Éros étant le nom d'une île et d'un hôpital psychiatrique grec que Guattari avait visité, Guattari revient sur l'ensemble de son parcours. Et je dois dire que c'est un des textes peut-être les plus clairs de Guattari, ce qui est quand même plutôt bien. C'est un texte où il est très clair, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de déterritorialisation, il n'y a pas de reterritorialisation, il n'y a pas d'appareil de capture, il n'y a pas de rhizome, il n'y a pas. Voilà. Il y a un peu tout ça, mais il s'exprime de façon assez claire, hein, dans un registre très narratif. Et notamment, il parle de son implication dans les années 60, dans tout un ensemble d'expériences, bien évidemment dans le champ de la psychiatrie, puisqu'il a été un des cofondateurs de la clinique psychiatrique de Laborde dans les années 50, avec le docteur Jean Houry, qui est on va dire, un des points de départ de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle et qui est sans doute une des innovations psychiatriques les plus intéressantes hein, qui ait été produite en France et aussi ailleurs, il me semble. Donc il parle de cette implication, mais aussi de la façon dont assez vite il s'est intéressé à la manière dont la transformation des institutions pouvait concerner, bien évidemment, était un enjeu qui concernait non seulement la psychiatrie, mais aussi la pédagogie, le travail social, l'urbanisme, et il le dit de cette façon-là, l'ensemble des segments sociaux, donc l'ensemble des institutions, où est en jeu quelque chose comme la production de subjectivité. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui s'occupent, que ce soit l'école, la psychiatrie, le travail social,
ce sont des lieux et des institutions qui concernent la subjectivité. Qu'est-ce qu'on fait de la subjectivité des gens, et puis que font les gens qui travaillent dans ce type de contexte de leur subjectivité. Et donc on a là, disons, un rapport, un lien très clair, très explicite, qui est fait entre ce qu'il appelle la révolution moléculaire, c'est-à-dire que ces espaces pour lui peuvent être l'objet d'une transformation et d'une révolution moléculaire. Et la révolution moléculaire pour Guattari, elle concerne justement ce qu'il appelle la subjectivité. Et pas seulement des structures sociales qui seraient extérieures à notre expérience ou qui seraient extérieures à notre subjectivité, qui seraient en gros situées du côté des normes générales, des structures, etc. Donc cette distinction entre révolution moléculaire et révolution molaire, elle met en jeu de façon très claire, elle met en avant de façon très claire la question de la subjectivité. Et bien évidemment, pour Guattari, la subjectivité, c'est pas la subjectivité individuelle. C'est une notion, c'est un concept très ouvert, qui renvoie à des affects, qui peut renvoyer à de la conscience, mais bien évidemment aussi à de l'inconscient, à du désir, évidemment, parce que chez Deleuze et Guattari, la question du désir est fondamentale dans la définition de la subjectivité. Mais très vite, on voit que c'est une notion qui est mise en rapport avec des contextes très concrets. Et à partir de 1967, là on fait un peu d'histoire, à partir de 1967, donc avant 68, Guattari va être à l'initiative d'un collectif, la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelle, je répète pour la traduction, la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelle, qui après va devenir le Centre d'études et de recherche et de formation institutionnelle, le CERFI, qui va publier la revue Recherche, qui va rassembler des militants, des intellectuels, des artistes, des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, etc., autour de la question très urbaine, on pourrait dire, des équipements collectifs. Ce qu'on appelle les équipements collectifs, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les institutions culturelles, etc. Et puis, de façon assez foucaldienne, ils vont s'intéresser à la généalogie, ils vont produire des enquêtes sur l'histoire et sur les effets de ces équipements collectifs. Ça va les conduire, dans les années 70, à faire des études sur la toxicomanie. Et puis, dans ce collectif, on trouve des gens comme Anne Quérien, comme Yann Moser, comme Michel Rostin, etc., comme François Fourquet. Et il faut souligner aussi que ces enquêtes vont se faire à l'époque par contrat avec l'État. C'est que ce n'est pas une recherche qui est faite nécessairement par des universitaires fonctionnaires, mais ils passent des contrats avec à l'époque le ministère de l'Équipement en France, et qui leur permettent de conduire tout un ensemble de recherches financées. Mais ça va s'arrêter plus tard avec une certaine droite au pouvoir, avec notamment le pouvoir d'un président, Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, ça va s'arrêter à ce moment-là. Mais on voit comment est-ce que leur recherche est très centrée sur justement ces appareils, ces institutions qui au fond sont un peu ces institutions de l'État social. C'est un peu les institutions de l'État social, leur base matérielle, si on voulait parler un peu comme ça. À partir de ces années-là, ça va être un peu au cœur de leurs préoccupations et de leur action. Alors c'est ce qui a conduit certains à dire que justement cette pensée guattarienne, j'y reviendrai après, deleuzo-guattarienne, s'intéresse surtout aux institutions de l'État social. Et qu'au fond, elle serait un peu le témoin d'une période particulière du capitalisme, notamment en France, où on a, dans les années 60, un Fordisme, un capitalisme fordiste assez stabilisé. C'est aussi la période du gaullisme, il faut dire aussi, de l'après-guerre, où on a aussi, juste après la fin de la guerre, la création de la sécurité sociale en France, qui est une institution, à l'époque, il faut le rappeler, qui est sous contrôle des organisations ouvrières, avant de s'institutionnaliser comme une institution où le patronat va aussi exercer un pouvoir. Et on a comme ça, alors on a aussi à l'époque un parti communiste en France qui est très fort, qui est quand même assez puissant, très ancré, qui est très lié bien sûr à Moscou, mais qui malgré tout connaît beaucoup de contestations internes
et surtout au niveau de la jeunesse. Et beaucoup des étudiants que Guattari emmène à la Borde dans les années 60, et dont certains vont se retrouver au CERFI, sont des membres de l'Union des étudiants communistes, hein, qui sont en fait des jeunesses communistes du Parti communiste de l'époque, mais qui sont des gens qui se sont beaucoup formés à la politique en opposition à la guerre d'Algérie, avec la question coloniale aussi, hein, avec une critique de la question coloniale et une critique de la position du Parti communiste français à l'époque sur la question coloniale. Alors, le Parti communiste à l'époque était quand même très, comment dire, prudent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette question coloniale. Mais malgré tout, on a comme ça un contexte où ce qu'on appelle la gauche est quand même très présente. Elle est très présente dans des mouvements, elle est très présente dans des institutions, et puis après la guerre, De Gaulle fait une alliance avec les communistes pour un gouvernement. Donc on est quand même dans un contexte assez spécifique où une sorte de critique de gauche, à la fois du capitalisme, mais aussi de l'URSS, va se développer. Une critique de la bureaucratisation de la révolution va se développer. Et Guattari est un militant. Il est non seulement un psychanalyste, et comme le rappellera Deleuze dans un petit texte qui s'appelle Trois problèmes de groupe, Guattari était quelqu'un qui est un activiste, un militant. Il est militant, il est au Parti communiste, il fait partie d'un courant contestataire du Parti communiste, la voie communiste. Il va aussi se rapprocher du trotskisme aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui est très lié, hein, qui est lié non seulement à des expériences de transformation institutionnelle, mais aussi à, disons, une implication militante. Ce qui n'est pas tellement le cas de Deleuze. Deleuze est un philosophe très original, très singulier, extrêmement talentueux, brillantissime, qui quand même s'intéresse à la politique. Deleuze n'est pas du tout un auteur apolitique. Et s'il se rencontre avec Guattari, c'est pas non plus par hasard. Il y a un sens de cette rencontre. Mais bien souvent, on oublie, quand on parle de Deleuze et Guattari, on oublie Guattari. Par exemple, il y a une philosophe marxiste en France, qui par ailleurs a écrit un livre qui est très intéressant, fort intéressant, qui s'appelle Isabelle Garot, qui a publié un livre qui s'intitule Foucault, Deleuze, Althusser et Marx, où elle s'intéresse à la relation qu'ont pu avoir, disons, ces auteurs des années 70 au marxisme, et donc elle se situe d'un point de vue marxiste, mais alors, son chapitre est sur Deleuze. Alors elle s'en justifie en disant, bah, c'est parce que, justement, comme ils écrivaient, ils étaient très liés, on ne sait pas très bien qui écrit quoi, et donc, mais la figure qui est retenue quand même, c'est Deleuze. C'est Deleuze qui est retenu. Un autre exemple, Frank Fischbach, dans un livre sur le concept d'aliénation, consacre un chapitre à Deleuze où il parle de l'anti-Oedipe en ne cessant de dire Deleuze dit ceci, Deleuze dit cela. Donc on a comme ça un effacement assez curieux de Guattari, et c'est arrivé à nouveau encore récemment. Il y a un très bon site de gauche radicale en France, un site internet qui produit beaucoup d'entretiens très approfondis avec des auteurs, avec des militants, de gauche, très très excellent site qui s'appelle Hors Série. Et récemment, ils ont consacré une émission à la politique de Deleuze, la politique de Deleuze. Alors Guattari apparaissait dans le résumé, et quand j'ai demandé à une des personnes du site, mais pourquoi vous avez intitulé ça Deleuze et pas Deleuze-Guattari, ils m'ont répondu, c'est une question de marketing. C'est pour une question de marketing. Alors, pourtant, il me semble que, justement, si on veut analyser la relation de Deleuze et Guattari, d'auteurs comme Deleuze et Guattari au marxisme, il faut parler de Guattari. Parce que Guattari était un militant organisé, était quelqu'un qui participait, qui toute sa vie a participé à des expériences politiques, que ce soit le mouvement des radios libres, que ce soit la fondation de l'écologie politique dans les années 80, il a été un des fondateurs du Parti des Verts à l'époque, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté d'être lié aussi à des mouvements autour de l'autonomie en Italie, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été très lié concrètement à des mouvements. Deleuze, apparemment, on raconte quand il allait à la Borde, il restait dans le bureau. Il n'était pas trop, c'était pas le contact avec les psychotiques, c'était pas forcément son truc, quoi. Bon.
voilà, donc, mais pour autant, il est clair que Deleuze aussi a disons, une pensée du politique, et que Deleuze a une préoccupation politique. Et d'ailleurs, elle apparaît assez bien dans une petite note qu'il écrit dans son livre sur Foucault, où il dit au fond qu'il parle de mai 68. Hein. Bien sûr, pour Deleuze et Guattari, mai 68, ça a été un peu, disons, un événement, hein, comme eux-mêmes ont pu le théoriser. Surtout Deleuze a pu le théoriser ainsi. Finalement, c'est que Deleuze dit au fond, on fait comme si 68 s'était passé dans la tête de quelques intellectuels, mais en fait 68, il dit, c'était un événement qui était lié à tout un ensemble de nouvelles pratiques, de nouvelles subjectivités, il emploie cette expression-là, de nouvelles subjectivités qui étaient liées à de nouvelles formes de lutte, et il cite la critique du centralisme, les revendications qualitatives sur la qualité de la vie, des événements mondiaux comme l'expérience yougoslave avec l'autogestion, le printemps tchécoslovaque et sa répression, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie et la question des réseaux de résistance, la nouvelle classe ouvrière, le nouveau syndicalisme, la psychothérapie institutionnelle, Lukács et son texte Histoire et conscience de classe, l'école de Francfort, le marxisme italien, socialisme ou barbarie, Foucault, enfin voilà, le situationnisme. Et donc c'est assez intéressant de voir à quel point Deleuze, là, fait preuve d'un éclectisme très intéressant. Il fait appel à tout un ensemble de mouvements qui sont tous très différents, mais qui ont quand même peut-être effectivement tous pour caractéristique d'avoir mis au centre la question de la subjectivité, y compris dans le marxisme. Si on prend Lukács, par exemple, Histoire des consciences de classe, le concept très connu de Lukács, la réification, la manière dont les rapports entre humains se transforment en des choses, en des marchandises, sont effectivement, c'est une pensée de la subjectivité. L'école de Francfort, dans sa pluralité aussi, mais au centre, la question de la subjectivité. Pensez par exemple aux travaux d'Adorno sur la personnalité autoritaire, ou par exemple à ce livre très intéressant de Lowenthal et Guterman en 1949 sur le fascisme aux États-Unis. Il s'intéresse à ce phénomène fasciste aux États-Unis et la manière dont justement ce phénomène attrape les affects, attrape, alors, même s'il n'utilise pas ce concept-là nécessairement, attrape la subjectivité. Et donc le concept de subjectivité est un peu une manière d'une certaine façon, d'élargir, de reconceptualiser, peut-être après 68, ce qui s'était joué, ce qui avait été au centre des préoccupations de ces nouvelles luttes dans les années 60. Au fond, dans cette petite note que Deleuze fait dans son livre sur Foucault, à propos de 68, Deleuze s'inscrit finalement presque totalement et volontairement dans ce que le marxiste anglais Perry Anderson a appelé le marxisme occidental. Dans un livre publié dans les années 70, Perry Anderson disait au fond, après l'échec de la révolution allemande, il y a eu un phénomène qui s'est produit dans le marxisme, qui a été l'apparition d'une théorie marxiste principalement menée dans le champ de la philosophie et de l'esthétique, et où finalement les grands théoriciens marxistes n'étaient plus comme Lénine, Rosa Luxembourg, Plekhanov, etc., n'étaient plus vraiment des dirigeants politiques. D'une part, c'était plus vraiment des dirigeants politiques, et ce n'étaient plus vraiment des gens qui étaient intéressés par des savoirs empiriques pour justement conduire leur action politique. Et par ailleurs, c'était des gens qui étaient beaucoup moins intéressés par la stratégie militaire. C'est-à-dire tous les grands théoriciens révolutionnaires communistes sont souvent des stratèges qui pensent la guerre, la question de la guerre, de la lutte de classe comme la lutte des classes justement comme guerre civile. Chez Lénine, c'est très clair, chez Mao Tse-tung, c'est très clair aussi, la transformation de la guerre entre puissances en guerre populaire, c'est quand même très clair. Et puis là, progressivement, on a des auteurs qui s'intéressent plutôt à l'esthétique, qui vont s'intéresser au social, ou qui vont même produire une sociologie, et qui pour beaucoup vont être aussi des universitaires. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, même si ce sont des universitaires comme l'école de Francfort, qui ont un statut assez particulier, lié à l'exil, à la guerre, etc.
Donc, d'une certaine manière, alors, et là, c'est quelque chose qui va, bon, qui va quand même, pour moi, alors, on pourrait dire que d'une certaine manière, oui, Deleuze, là, s'inscrit, enfin, presque volontairement dans cette expression, plutôt dans cette orientation qu'Opéry Anderson décrit comme le marxisme occidental, mais d'un autre côté, pas tout à fait, puisque on voit justement qu'il ne s'agit pas là seulement de lutte universitaire, il ne s'agit pas seulement de lutte dans l'ordre des idées, mais il s'agit de luttes qui concernent, qui vont naître, qui vont se développer dans des contextes de pratique, dans des contextes praxiques, où vont s'élaborer non seulement des idées, mais aussi des dispositifs et des pratiques. Alors, pour la Borde, c'est très clair. La Borde, c'est bien évidemment un espace où va se produire véritablement une pensée de la folie, une pensée de la psychose, très, très singulière, très Jean Houry a une œuvre absolument incroyable. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a une approche très originale, très singulière de la psychose. Mais pour autant, il me semble que la Borde, justement, et la Borde, la spécificité de la Borde, justement, c'est que c'est une institution très politique. Et c'est ce qui fait, je pense, sa singularité dans l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, qui est une expression qui est apparue dans les années 50 pour rassembler tout un ensemble de mouvements de réforme de la psychiatrie avant-guerre. Et après, c'est devenu une espèce de terme, de mot comme ça, d'expression pour rassembler ces mouvements. Avec Tosquelles, avec d'autres, avec Houry, avec Guattari, avec d'autres, beaucoup d'autres aussi. Mais la Borde, comme espace, un peu comme Saint-Alban pendant la guerre, qui est un espace de résistance, la Borde, l'occupation allemande, la Borde, c'est un espace très politique dans les années 50-60. C'est un espace où, par exemple, ils vont cacher des militants du Front de libération nationale algérien. C'est aussi un espace où ils pratiquent des avortements clandestins. Jean-Claude Pollack le dit souvent, il était médecin, il participait à la Borde, ils ont participé à des avortements clandestins. Et puis, ils détournaient de l'argent aussi pour financer leurs journaux révolutionnaires. C'est-à-dire qu'il y avait moins de contrôle à l'époque, la manière dont l'argent était redistribué, et donc, alors, ils redistribuaient l'argent aussi entre eux pour que les différences de salaire ne soient pas trop grandes. Donc, il y avait aussi toute une pensée du travail aussi. On voit aussi comment il y a la pensée de l'institution comme un espace de production. Et donc, on n'a pas d'un côté, disons, la lutte des classes qui concernerait la production, et puis quelque chose qui serait, en termes classiques marxistes, la superstructure, puisqu'on a effectivement des institutions qui sont des espaces de production, et qui sont des espaces qui se développent en France en particulier considérablement après-guerre, qui vont se développer considérablement. L'université dont font partie les camarades de Guattari, et qui va emmener faire des stages à la Borde, est une université publique qui, à l'époque, est en plein développement en France. Ça devient des institutions de masse. Ce qui va permettre aussi à une certaine sociologie de l'éducation de se développer. Puisque bien sûr, si l'école ne concerne que 3 personnes, que 3% des personnes dans un pays, bien sûr, vous n'allez pas faire une sociologie des inégalités scolaires, ça n'a aucun sens. Vous faites une sociologie des inégalités scolaires à partir du moment où il y a un droit à l'éducation, où ce droit est plus ou moins garanti. De la même façon, la médecine, la psychiatrie sont devenues aussi, avec aussi bien sûr la diffusion des neuroleptiques à l'époque, des psychotropes, etc. C'est devenu, avec l'invention des médicaments et la diffusion de toutes ces nouvelles technologies, c'est devenu aussi une question globale et mondiale aussi, et une question de masse aussi, et donc une question politique aussi. Et j'ai l'impression, et c'est une hypothèse que je ferai, c'est vraiment une hypothèse, c'est qu'il me semble qu'au même moment où les institutions traditionnelles de la classe ouvrière étaient en déclin, au même moment, on assistait au développement de ces institutions publiques et sociales qui impliquaient, qui englobent le quotidien des gens, et qui vont concerner de plus en plus de monde, et qui donc deviennent des questions politiques. Le féminisme, par exemple, bien sûr, est un mouvement qui émerge aussi dans sa pluralité, dans ce contexte-là, une réflexion sur la reproduction des rapports de production. Tous ces espaces qui ne sont pas directement marchands, mais qui participent évidemment de la reproduction, de la valorisation du capital. Je ne sais pas si je parle assez près du micro. Si
va? Donc, ça, c'est, disons, une première objection qu'on pourrait faire si on était tenté de dire, au fond, Guattari ne s'intéresse qu'à il y aurait des gens qui s'intéresseraient à ce qui est de l'ordre de la production matérielle, et puis il y a des gens qui s'intéresseraient à la production de subjectivité. Non, Guattari est quelqu'un, justement, qui ancre la production de subjectivité dans des espaces institutionnels pensés justement comme des espaces de production et dont on va penser justement la réorganisation, parce qu'une des questions fondamentales dans ce type de contexte, c'est la question de l'organisation de l'institution. Et les jeunes militants de l'époque qui viennent à la Borde faire des stages viennent chercher des réponses, en tout cas des ressources pour penser la question de l'institution dans leurs espaces. Alors, la particularité quand même de la position de Guattari, et ensuite elle sera aussi celle de Deleuze et Guattari, c'est qu'ils vont développer une pensée, c'est vrai, qui ne cherche pas, disons, qui va esquiver les grands antagonismes sociaux. La révolution moléculaire, et puis le concept de transversalité chez Guattari, c'est cette idée, au fond, que le désir et la subjectivité a cette capacité à traverser les différentes stratifications d'une société, ou d'une organisation, ou d'une institution. Et donc, avec des notions comme rhizome, le rhizome, la ligne de fuite, etc., on va être, disons, dans une approche qui, c'est vrai, d'une certaine façon, esquive les grands affrontements molaires, les grands affrontements entre classes, entre blocs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va être au centre d'une critique très radicale de certains marxistes, justement, dans les années 70. Il y a notamment un texte de Alain Badiou, en 77, qui était donc lui très impliqué dans le maoïsme, et qui a écrit sous le pseudonyme de Georges Perrol un texte où il parle du rhizome comme du fascisme de la pomme de terre. Deleuze et Guattari, ce serait le fascisme de la pomme de terre. C'est drôle parce que c'est un texte qui est vraiment, mais comment dire, qui est un peu fou, qui est complètement fou même on peut dire, mais qui est très bien écrit, vraiment dans un style de professeur de philosophie bien formé à la française. On voit vraiment le militant maoïste qui en même temps a été formé par nos écoles d'élite en France, l'école normale supérieure, etc. On voit vraiment une langue vraiment extrêmement... Enfin, c'est illisible par un ouvrier, cette histoire lambda, je pense, ou quelqu'un qui n'a pas fait des études de philosophie. Même si on peut être, avec Rancière, on peut penser que tout le monde peut, quand même, là, c'est pas forcément évident. Et donc c'est écrit dans un style très classique, etc. Et donc il dit au fond, cette façon d'éviter les antagonismes sociaux, c'est vraiment une préparation du fascisme, parce que si on ne va pas, justement, comme disait le président Mao, si on ne dit pas que 1 se divise en 2, et ben justement, on va reproduire, justement, on va toujours donner sa chance à la bourgeoisie, à l'État, etc. Et il dit, Deleuze et Guattari ne définissent jamais l'État comme un État de classe, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a quelques années, un philosophe grec althusérien, Panagiotis Sotiris, lui a écrit un texte, alors lui aussi oublie Guattari, il écrit un texte sur la politique de Deleuze. Dans son texte, quand même, il parle de Guattari, et lui dit le contraire. Il dit au fond, ce qui est intéressant avec Deleuze et Guattari, justement, c'est que il propose une approche des phénomènes politiques. Ils ne se centrent pas sur la question de l'antagonisme, mais justement, ça leur permet de penser ce que pourraient être des expériences politiques innovantes, émancipatrices, dans le cadre de l'invention du socialisme, etc. Et donc là, récemment, on a, de la part d'un marxiste althusérien, une espèce de réhabilitation un peu étonnante quand on compare ce type de réhabilitation par rapport à la violence du propos de Badiou dans les années 70. Alors Badiou, plus tard, dans son livre sur Deleuze, dira « Non, mais tout va bien, j'étais jeune à l'époque, et puis on était très énervés, je le traitais de fasciste, moi il me disait que j'étais en train de me suicider intellectuellement. Bon, les gens étaient, bon, après les gens étaient très enthousiastes à l'époque, et il dit mais au fond tout va bien, de toute façon Deleuze est quand même une partie du système de Badiou, tout va bien. Voilà. Donc ça prend part dans une, voilà, c'est une théorie des multiplicités acceptable, mais malgré tout, Deleuze n'est jamais sorti d'une pensée de l'univocité de l'être. Et donc, d'une certaine manière, il est une partie du système de Badiou. On pourrait. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a disons, en tout cas, la pensée de Deleuze et Guattari est politique, ne serait-ce que par toutes ces discussions qu'elle a occasionnées, dans un contexte où, il faut quand même le dire, tout était politique.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que Badiou, dans un entretien assez récemment, a écrit, dans les années 70, il dit « Je n'ai écrit que des tracts. Je n'ai pas écrit », alors, il a écrit ce type de texte, hein, on pourrait quand même dire un peu, qu'on pourrait dire philosophique d'une certaine manière, dans son style, mais il dit « Je n'ai écrit que des tracts ». Il dit « Ça faisait partie de ma rééducation maoïste. Je n'ai écrit que des tracts pendant 10 ans. » Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'était une époque d'une intensité politique très radicale, très forte. Hein. La singularité de Deleuze et Guattari, c'est que justement, il me semble que très tôt, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas voulu aller dans le sens de cette idée que tout était politique. Ou en tout cas, tout était politique dans un sens, tout est idéologique. Et d'ailleurs, dans Mille Plateaux, ils disent, ils disent de façon très provocatrice, il n'y a pas d'idéologie, il y a des agencements. La question de l'idéologie, c'est une question molaire, c'est une question, la description des structures, etc. La véritable question qui doit nous préoccuper, c'est celle des agencements. Et on peut souligner par ailleurs que ce couple que Deleuze et Guattari forment empêche justement aussi que, disons, cette politique deleuzo-guattarienne soit trop univoque ou qu'elle soit trop réductionniste ou trop idéologique. On a la rencontre entre un psychanalyste militant et un philosophe. Un philosophe, Deleuze, est un défenseur acharné de la spécificité de la philosophie. Défenseur acharné. Hein. Qu'est-ce que la philosophie? Son dernier livre, hein, avec Guattari, je pense, est un texte qui défend la spécificité du travail philosophique. Donc on n'est pas du tout dans l'idée qu'on va dissoudre la philosophie dans la révolution. Hein. De la même manière, le couple très complexe que Guattari forme avec Houry va un peu dans le même sens. Houry est un défenseur acharné de la psychiatrie, de ce que lui entend par psychiatrie. Il dit la vraie psychiatrie, bien sûr, c'est pas l'enfermement, c'est pas, disons, la contrainte. Non, la psychiatrie, c'est l'accueil de la folie, de la psychose, et qui réclame, qui exige un contexte spécifique. La différence entre, disons, le couple Deleuze-Guattari d'un côté et le couple Houry-Guattari de l'autre, c'est que le couple Houry-Guattari a été beaucoup plus, disons, conflictuel. Une conflictualité qu'il est difficile je pense, de bien penser, parce qu'au fond, c'est une conflictualité intime. Hein. Conflictualité intime, et donc qui est une conflictualité profondément amicale aussi. Et donc qui est parfois, toutes les grandes complicités d'intimité sont souvent incompréhensibles, de toute façon, pour les gens qui n'y sont pas. Hein. C'est pour ça qu'on spécule beaucoup sur leurs conflits, mais ces spéculations parfois sont un peu vaines. En revanche, il y a quelque chose que, il y a peut-être que ce que donne à penser ce conflit, cette conflictualité, c'est au fond deux rapports à la pratique qui sont différents. Hein. Ce qu'Houry, quand l'Anti-Oedipe est paru, Houry a reproché justement à Deleuze et Guattari d'avoir mélangé le désir, le symbolique, d'avoir tout écrasé dans cette conception du désir comme production machinique. Hein. Dans l'Anti-Oedipe, on a cette conception du désir comme usine, comme production machinique. Au fond, Houry dit qu'il faut garder cette dialectique justement entre le symbolique et le désir. On ne peut pas dire que tout est désir, que tout est subjectivité, etc., ou que tout est production. Pour lui, si on dit ça, on ne comprendra pas ce qu'est vraiment la nécessité de l'institutionnalisation. L'institution, c'est ce rapport complexe entre justement le désir inconscient, la psyché et le contexte institutionnel. On ne peut pas tout écraser. Et puis une autre différence très forte entre Deleuze-Guattari et Houry, et ça c'est un collègue à nous à Paris 8, Pierre Lafitte, qui l'a très bien dit dans un très beau texte sur justement la distinction entre Houry et Guattari, qu'il a publié dans Chimère il y a quelques années, dans un numéro hommage à Guattari. Ce qu'il dit au fond, c'est que pour Houry, disons, on a toujours cette idée que il faut la coprésence des corps dans un espace. C'est une pratique locale. On n'est pas là dans une pratique qui concerne l'ensemble du champ social. Pour Houry, le champ social en général, ça n'a pas vraiment de sens. Il est là, bien sûr, à travers l'aliénation sociale, mais ce qui compte vraiment dans le travail clinique, c'est la coprésence, c'est la rencontre entre des personnes concrètes, entre des sujets concrets, dans un espace concret. Tandis que Deleuze et Guattari, eux, vont largement, disons, développer leurs propos jusqu'à penser l'ensemble du champ social comme parcouru par la production désirante, hein, avec ce qu'ils ont appelé un spinozisme de l'inconscient.
Et c'est d'ailleurs, ils parlent beaucoup de l'usine justement au moment où eux sont très peu présents. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout présents à l'usine. Ils choisissent cette métaphore de l'inconscient usine, alors que eux, finalement, l'usine, en tant que pratique militante, ne les intéresse pas du tout. C'est des maoïstes qui vont à l'usine. Et donc, on a comme ça des milieux politiques qui s'ignorent beaucoup, qui sont beaucoup dans des ignorances mutuelles parce que leurs contextes d'intervention sont très différents, sont fondamentalement différents. Donc, on a cette distinction entre Uri-Guattari, entre le couple Uri-Guattari et le couple Guattari de l'autre côté. Mais on peut dire qu'entre Uri et Guattari, quelque chose comme une dialectique productive, en tout cas comme une conflictualité productive, a existé, et même Uri s'en est expliqué après la disparition de Guattari en disant au fond, moi je m'occupais de la clinique, et lui, il s'occupait un peu du monde quelque part. Il allait en quelque sorte essayer de penser un peu le dehors de l'institution, s'impliquer dans d'autres dynamiques collectives. Et quand Guattari ramenait du monde à la Borde, Uri était furieux et disait tout le monde, allez, maintenant ça suffit, vous partez tous, etc. Et puis, ce qui a toujours beaucoup énervé Uri, mais Guattari était aussi sur cette ligne-là, à sa manière. Hein. C'était de penser qu'on allait guérir les gens en faisant la révolution. Hein, soigner les gens et faire la révolution, c'est pas forcément exactement la même chose. Hein. C'est pas forcément exactement la même chose. Et donc toujours ce souci finalement de distinguer entre l'autonomie du travail du soin, hein, une certaine autonomie du travail institutionnel, et l'hétéronomie du politique. Hein, je pense que ce sont des gens qui ont pensé de façon assez fine ce rapport entre autonomie et hétéronomie. Ce qu'on fait dans un espace spécifique, bien sûr, est traversé par les enjeux du champ social, l'argent, les problèmes d'argent, d'organisation, des normes qui vont s'imposer à cette organisation du travail, etc. Mais on a aussi la nécessité non seulement de penser la façon dont ces structures et ces normes s'imposent à l'activité, mais aussi la spécificité du travail du soin, de l'éducation, etc. Qui ont la clinique à sa propre histoire, à sa propre rigueur aussi. On ne fait pas n'importe quoi non plus avec des schizophrènes, etc. Bon. Donc ça, je dirais que c'est quand même un point d'originalité d'ailleurs très fort de Deleuze et Guattari dans cette conjoncture et dans le développement de cette pensée critique française, c'est qu'ils ne font pas que s'intéresser au rapport entre psychanalyse et politique. Le rapport entre psychanalyse et politique, on trouve ça chez Reich évidemment, on trouve ça dans l'école de Francfort, on trouve ça chez beaucoup de gens. Non, la singularité de Deleuze et Guattari, c'est de penser la folie et de développer leur perspective et leur théorie à partir d'une transformation de la psychiatrie. Parce que l'introduction de la psychanalyse en psychiatrie n'a absolument rien d'évident. Ça n'a absolument rien d'évident. Donc c'est de penser pas seulement le rapport entre psychanalyse et politique en général, puisque ce qui les intéresse, c'est la psychose. Il dit au fond, le véritable problème, ce qui vraiment nous inspire pour penser le champ social, c'est la psychose, c'est la folie, c'est pas la névrose. C'est pas Deleuze n'arrête pas de rigoler du névrosé sur son divan qui se plaint de ne pas être aimé. Deleuze est très dur avec les névrosés. Bon, un peu dur parfois. Mais ce qui les intéresse justement, c'est la folie, et puis aussi, bien sûr, ces espaces qui sont des espaces de production de la folie. Ils disent, au fond, le problème de la schizophrénie, c'est quand elle devient une production d'hôpital. Et la schizoanalyse, justement, consiste à essayer de penser comment libérer, justement, la schizophrénie de l'écrasement institutionnel, des maltraitances, de la violence institutionnelle dans laquelle elle est prise et qui font qu'on n'arrive plus à soigner les gens, on n'arrive plus à les rencontrer parce que, justement, ils sont défigurés par l'institution. Donc ça, c'est un point de singularité. Donc un ancrage très fort dans des enjeux pratiques. Et concernant la discussion entre Uri et Guattari, il me semble que ce que Uri quand même n'aperçoit pas, et que Guattari a très bien perçu, c'est à quel point cette question de la présence dans un même espace, la présence physique dans un même espace, est quand même terriblement questionnée par le développement justement de dispositifs techniques, médiatiques, qui font que, on en est actuellement, on en fait actuellement l'expérience, qui font que oui, on a des dispositifs qui permettent de l'action à distance, de l'interaction à distance, du fantasme à distance, etc. Et donc, oui, il y a quelque chose à penser à ce niveau-là, au niveau de la production
au niveau justement de la production de subjectivité. Donc ça, c'est un point effectivement qui fait qu'on peut considérer que ces penseurs sont bien sûr des gens qui produisent des concepts abstraits, hein, ils produisent disons une matière toujours très riche et infinie pour les colloques de philosophie et les colloques de théorie critique, mais à mon sens, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas comprendre ce qu'ils font sans les référer justement à ces expériences-là, à ces expériences et à ces contextes institutionnels et à cette pensée de l'institution. Et qu'ils prennent justement du point de vue d'un enjeu, d'une institution qui est fondamentale pour comprendre les questions de production de subjectivité, qui est la folie justement, qui est la psychiatrie. La psychiatrie, depuis sa naissance, est une question profondément politique, puisque quand elle naît au XIXe siècle, ou en tout cas au départ après la Révolution française, et puis ensuite elle se développe mondialement, elle est à la fois au cœur de la naissance d'une partie très spécifique de la médecine qui concerne la psyché, qui concerne l'esprit, qui concerne la définition des pathologies de l'âme, etc., mais aussi au centre du maintien de l'ordre public. Donc c'est une discipline qui est dès le départ prise dans une contradiction, dans une contradiction sociale fondamentale, dans une véritable contradiction sociale. Par ailleurs, les premiers aliénistes ont très bien vu, très vite, entendaient dans le discours de leurs patients, dans le discours des aliénés, les effets de la Révolution française. Bien avant Deleuze-Guattari, au fond, ils disent, bah oui, on entend dans le discours des aliénés, on les entend parler de la Révolution, on les entend parler de ces événements-là. Puisque quand des événements politiques de grande ampleur se produisent, des grandes transformations sociales se produisent, ce qui arrive à la subjectivité des gens est un enjeu fondamental. Est-ce que les gens vont s'adapter, vont accepter cet ordre nouveau? Est-ce qu'ils vont y trouver une place? Qu'est-ce qu'on va faire de leur possible inadaptation à ce nouvel ordre-là? Et donc, on peut dire que à partir du moment où, dans la modernité capitaliste, où la question de la productivité des gens, hein, de leur capacité à participer à un ordre productif est au centre, ce qui est au centre, c'est leur capacité justement leur capacité psychique aussi, leur capacité subjective à participer à ce contexte. Et ça, c'est quelque chose que les néolibéraux, alors là, ont très bien compris. Hein, les néolibéraux, quand on regarde par exemple le débat entre Lippmann et Dewey aux États-Unis, c'est très clair, par exemple, que pour Lippmann, voilà, la grande question fondamentale, c'est celle de l'adaptation. On a une société de plus en plus complexe, les gens ne sont pas adaptés spontanément à cette complexité-là, et donc il faut trouver des dispositifs s'assurant qu'ils vont s'adapter. Psychologisation de masse, hein, d'une certaine façon, qu'aujourd'hui, voilà, on voit se développer, alors aujourd'hui, bien plus qu'à l'époque de Lippmann, hein, à travers le coaching, le management permanent, disons, les recommandations psychologiques de masse, etc. Mais ça a été aussi une question, ça il ne faut pas l'oublier aussi, en Union soviétique dans les années 20, il y a eu aussi, à partir des années 20, et puis aussi sous Staline à partir de 1929, il y a eu aussi une préoccupation fondamentale aussi pour ce champ psychiatrique. Hein. L'Union soviétique a connu un des premiers systèmes de prise en charge hors de l'hôpital dans les années 20, bien avant l'Europe. Hein. Et à l'époque, donc en 1929, il y a eu, je crois que c'est en 1929, il y a eu, dans cette phase d'industrialisation forcée de l'URSS, une préoccupation très grande pour comment les gens vont réagir, et donc à la nécessité de développer des institutions psychiatriques. Les bolcheviks eux-mêmes étaient d'ailleurs très soucieux d'introduire la médecine dans l'ensemble du corps social. C'est pour ça que quand on parle de psychanalysme, on en a parlé un petit peu avant, de façon informelle, c'est une question ancienne en fait, qui est très ambiguë, parce que la gauche aussi peut vouloir justement transformer de façon moléculaire, hein, produire une révolution moléculaire, disons, de la subjectivité des gens. Hein. Et donc cette question de la capture de la subjectivité
Deleuze et Guattari l'ont comprise de façon, je trouve, extrêmement fine, justement. Ils l'ont comprise de façon fine, ils l'élargissent par rapport à la question de l'idéologie, euh, puisque la subjectivité est beaucoup plus ouverte comme enjeu que la simple question de l'idéologie, c'est-à-dire que la simple question d'une rationalité. Il y a la question de la rationalité, c'est vrai, de la rationalité de l'action. La rationalité est importante à penser justement dans des contextes d'organisation où est en œuvre une rationalité, mais il y a aussi pour eux de l'inconscient, du désir, une forme de vulnérabilité aussi, à la fois des structures et aussi de la psyché. Leur théorie, par ailleurs, disons que leur théorie au pluriel, hein, j'ai envie de dire par ailleurs, ils la développent aussi, et ça c'est un point que j'aimerais aussi, c'est aussi un point que j'aimerais souligner, à un moment où ils sont héritiers aussi de ce moment où dans les années 60, on a la rencontre entre je dirais, entre deux registres de politisation. On a une critique de l'aliénation qui se développe, hein, de l'aliénation à un système capitaliste dirigé, dans une époque très keynésienne, hein, qui est quand même, il faut le dire, très différente de la nôtre, hein, très très différente de la nôtre, hein, où l'URSS existe, où il y a les mouvements de libération dans le tiers-monde, enfin, je veux dire, on est dans un contexte subjectif-là qui est quand même très différent de celui d'aujourd'hui, où la gauche est quand même réduite à, quand même, voilà, à peu de choses, hein, par rapport à ce qu'elle est à cette époque. Bon. Donc on a une pensée de la question de l'aliénation. Hein. Alors on a la critique de la vie quotidienne avec Henri Lefebvre, par exemple, hein, qui va se développer. On a comme ça tout un ensemble de pensées de l'aliénation qui se développent, mais on a aussi une pensée, disons, qui va politiser la question des normes aussi, la question des normes sociales. Alors pour ce point-là, un auteur fondamental, c'est Canguilhem, Georges Canguilhem, qui dans son texte Le normal et le pathologique dit au fond, ceux qui ont vraiment reposé la question de la norme en médecine, c'est les psychiatres. Les médecins devraient lire les psychiatres parce qu'au fond, c'est eux qui ont reposé finalement de façon très intéressante la question du rapport, qui ont interrogé le rapport entre normal et pathologique. Et Canguilhem est quelqu'un qui a connu Tosquelles, qui a été le maître de Georges Lapassade, un des fondateurs de l'analyse institutionnelle, et de Foucault, de Bourdieu aussi, donc c'est un personnage charnière, hein, de cette époque. Et l'ouvrage de Foucault qui paraît dans ces années-là, Histoire de la folie, est un ouvrage. Alors c'est intéressant de voir, quand il est réceptionné en Angleterre par Langley Cooper, euh, dans une version abrégée, donc une version très politique de son texte, alors que Foucault à l'époque se préoccupe assez peu des questions politiques, à vrai dire, directement. Eh bien ce livre-là est traduit en Angleterre comme si c'était un ouvrage marxisant. Et Lang et Cooper, les fondateurs de l'antipsychiatrie britannique, qui sont des commentateurs de Sartre, hein, qui écrivent un énorme commentaire de la critique de la raison dialectique de Sartre, accueillent Foucault avec enthousiasme, alors que vous auriez mis Foucault et Sartre dans une même pièce, c'était pas évident que ça marche. Tout à fait, puisque Foucault disait Sartre c'est le 19e siècle. Sartre et le marxisme c'est le 19e siècle. Voilà. Donc on a comme ça cet éclectisme, mais qui va mettre au centre justement cette question de la subjectivité. Et le fait de lier justement pensée de l'aliénation à la Borde, on va avoir cette distinction entre aliénation sociale et aliénation mentale qui va être vraiment thématisée, entre aliénation et politisation des normes, à mon sens, ça a été justement une rencontre qui est fondatrice de la pensée critique de ces années-là. Et qui va conduire tout un ensemble de penseurs justement à s'intéresser aux institutions que le marxisme classique avait un peu abandonnées. Et qu'il a dû réaffronter au moment donné où justement, après les révolutions, eh bien, les révolutionnaires se retrouvent face à des institutions de l'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'on fait quand on est révolutionnaire de la psychiatrie, justement? Qu'est-ce qu'on fait de l'école? Qu'est-ce qu'on fait de la justice? Qu'est-ce qu'on fait au fond des institutions modernes dont on hérite, qui portent une part de progressisme, hein, d'une certaine façon, hein, de rationalisme, de progressisme, mais aussi, comme l'a montré Foucault dans l'Histoire de la folie, rendent possible aussi de nouvelles formes d'enfermement. Hein. À ce titre-là, Histoire de la folie, c'est quand même un très bon livre quand même sur les débats autour d'Histoire de la folie aussi mettent beaucoup en jeu la question du libéralisme. Parce qu'on a reproché à Foucault, finalement, d'avoir mal compris que la psychiatrie, ce n'était pas de l'exclusion, mais au contraire de l'inclusion, alors qu'à mon sens, Foucault a très bien compris comment des discours inclusifs, comment des discours libéraux
pouvait être parfaitement compatible justement avec des institutions d'enfermement. Et on a beaucoup, enfin, euh, comme Locke par exemple, hein, John Locke, voilà, pouvait tout à fait défendre la liberté, les libertés civiles tout en étant favorable à l'esclavage, par exemple. Hein. On a comme ça on a comme ça ce type de disjonction. Et donc, donc on a comme ça, dans ces années-là, dans ces années 60, et après, il me semble que ça va se poursuivre dans les années 70, dans le contexte d'un certain, en France en tout cas, hein, ce serait intéressant de comparer les expériences parce qu'à mon avis, les situations mondiales sont très différentes. On a comme ça une pensée critique qui va se développer à l'intérieur depuis justement ces espaces en expansion de l'État social. Et qui vont laisser de côté d'ailleurs ce que Perry Anderson énonce d'ailleurs dans son livre sur le marxisme occidental, qui vont laisser d'ailleurs de côté la question de la guerre justement et de la guerre révolutionnaire. Et qui vont se recentrer justement sur ces institutions du capitalisme stabilisé en quelque sorte du temps de paix. Alors, concernant la psychiatrie, juste une parenthèse, il y a comme ça, dans les années, alors on connaît, on sait qu'en URSS, il y a eu aussi cette répression des dissidents par la psychiatrie, hein, qui a été très importante, qui a été beaucoup, disons, pensée à l'époque, qui a donné lieu à beaucoup de débats en Europe à l'époque, etc. Puisque voilà, quand les gens n'étaient pas d'accord, on les mettait, certains dissidents politiques, on les psychiatrisait, on les mettait dans les hôpitaux psychiatriques. Mais il faut quand même rappeler que cette psychiatrisation des opposants, elle fait tout à fait écho à la manière dont, aux États-Unis, dans les années 60 par exemple, les militants des droits civiques étaient aussi psychiatrisés parfois, étaient aussi pathologisés dans leur comportement. Comment, au moment, finalement, aux États-Unis, au moment, disons, de l'apparition de la psychiatrie, au moment où la guerre de sécession n'est pas encore finie, certains psychiatres américains créent des catégories psychiatriques, par exemple, pour les esclaves, une catégorie psychiatrique, par exemple, une catégorie nosologique était par exemple le désir de fuite. Les esclaves qui avaient pathologiquement le désir de fuite. Donc on a un lien entre psychiatrie et politique très fort. Et l'URSS, quand on parle de la répression des dissidents, à mon sens, ce n'est pas une démonstration simplement du totalitarisme. Non, c'est qu'au fond, en URSS, les dirigeants politiques avaient clé en main une institution qui était toute faite pour la répression. Une institution moderne qui avait tout, justement, pour reproduire dans le contexte soviétique cette violence d'État. Donc une des questions aussi qui est au centre de ce débat-là, à mon sens, de cette discussion-là, c'est la question des violences d'État et des violences institutionnelles. Parce que l'aborde la institutionnelle aussi, qui est issue aussi des discussions entre la psychothérapie institutionnelle et le mouvement Freinet en France, etc. Ce sont des réflexions sur la violence institutionnelle. Le mouvement de Basaglia en Italie de réforme radicale de la psychiatrie, c'est, disons, un mouvement qui concerne justement la violence institutionnelle. Mais on va quitter justement cette préoccupation pour la révolution en termes de guerre civile ou en termes de guerre révolutionnaire. 68 a été d'ailleurs un exemple édifiant de cette mutation de sensibilité. En 68, vous avez les mémoires du préfet de police de l'époque. Le préfet de police de l'époque s'appelait Grimaud, et Grimaud dit « Le but de notre maintien de l'ordre, de notre intervention policière, c'était pas la guerre, c'était au contraire la paix. C'était gagner la guerre en pacifiant. Et au lieu d'aller à l'affrontement, certains nous disaient il faut aller à l'affrontement, il faut aller à la répression, comme on allait autrefois, la répression. Non, là on est dans autre chose. On était dans, disons, le passage, disons, à une certaine forme de consensus et de pacification, disons, des comportements. Vous avez par exemple, alors ce qui conduit par exemple un militant comme Pierre Goldman, par exemple, qui a été assassiné dans les années 70, qui était parti au Venezuela pour participer à la guérilla dans les années 60. Il avait fait des attaques de banque, donc c'est quelqu'un qui faisait des attaques de banque, voilà, il faisait ce genre de choses. Et donc il voit 68, il dit mais 68 c'est une révolution imaginaire en fait, ce n'est qu'une révolution imaginaire, ça n'a rien à voir, les gens parlent de révolution etc, mais il n'y a pas d'affrontement armé, il n'y a pas de mort, il n'y a pas, voilà.
Et pour autant, est-ce que c'était qu'une révolution dans l'imaginaire? Non, pas tout à fait. C'était une politisation, ça relevait effectivement d'une politisation contextuelle, située, euh, qui prenait sens, parce qu'au fond, les mouvements qui ont essayé de se lancer après dans des affrontements armés ont connu quand même en Europe un destin complètement tragique, hein, totalement tragique. Deleuze et Guattari, d'ailleurs, n'ignorent pas cette question de la guerre. Et je vais finir là-dessus. Puisque dans Mille Plateaux, et ça ce serait, comment dire, une autre objection, disons, une objection très différée, parce que Perry Anderson a écrit son livre dans les années 70, mais ce serait une objection un peu différée à Perry Anderson, c'est que dans Mille Plateaux, justement, il pense la question de la guerre. Il pense la question de ce qu'ils appellent la machine de guerre. Euh, quand ils essaient de penser l'État, ils essaient de penser la formation de l'État, et ils essaient de penser la formation de l'État en rapport avec ce qu'ils appellent les machines de guerre. Et les machines de guerre, c'est tous les processus qui, justement, échappent à l'État. Une mafia, ça peut être une machine de guerre, un mouvement artistique, pour eux, ça va être une machine de guerre, et au départ, l'origine de la machine de guerre, ils la prennent dans cette idée que l'armée est extérieure à l'État, en fait. Que l'armée, que la puissance militaire n'est pas nécessairement, dès le départ, consubstantielle à l'État. Ils prennent l'exemple des mercenaires, par exemple. Et que l'État est toujours dans un rapport conflictuel, un rapport de tentative d'intégration, et en même temps dans un rapport de méfiance avec son appareil armé, justement parce que il sait que ce rapport est à la fois d'intériorité et d'extériorité. Mais à partir de là, ils vont penser tout un ensemble de phénomènes institutionnels. C'est intéressant de voir comment cette pensée de la guerre va les conduire à penser tout un ensemble de conflictualités politiques et spécifiquement de conflictualités institutionnelles qui relèvent justement de ce qui peut se faire à la Borde, de la distinction que faisait Guattari entre groupe sujet et groupe objet, etc. Mais c'est une pensée critique qui, encore là, s'intéresse beaucoup plus aux lignes de fuite qu'aux contradictions, qui, comme ils le disent eux-mêmes, qui s'intéresse aux transversalités dans les institutions, mais dans l'ensemble du champ social. Et cette transversalité, elle est aussi le signe d'alliances qui sont passées. D'alliances qui sont passées entre des mouvements instituants, des mouvements émergents, et puis des institutions plus officielles. Guattari a été quelqu'un qui constamment était pris entre, disons, la tentative d'obtenir des subventions et de négocier avec l'État disons, des possibilités, soit de l'argent, soit des espaces d'expression, etc. Et en même temps qui était lié à des mouvements très radicaux aussi. Et donc on avait cette transversalité, mais qui, je pense, peut-être dit quelque chose, bien sûr, dit quelque chose d'une époque. Dit quelque chose d'une époque qui n'est plus tout à fait la nôtre. Mais pour autant, pour moi, il ne s'agit pas de dire non plus que l'époque explique ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils nous ont laissé, c'est beaucoup plus disons, une disposition très particulière à penser le contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire penser le présent? Ce sont, d'ailleurs, comme Foucault aussi, d'une certaine manière, ce sont des penseurs du présent. Ce sont des gens qui essaient de comprendre, qui essaient de se douter de concepts qui ont un sens dans le présent. Et qui, bien sûr, après, peuvent se déterritorialiser, peuvent voyager, mais qui ne sont pas, bien sûr, enfin, il ne s'agit pas de dire que Deleuze et Guattari ne seraient que le reflet ou la réfraction d'une époque. Ils ont participé eux-mêmes à la définition de cette époque. Ils sont à la fois définis, mais ils ont participé eux-mêmes à la définition de cette époque et de ce temps de la politique. Ce temps de la politique qui n'est peut-être plus tout à fait le nôtre, mais qui est encore le nôtre, parce que je pense qu'ils ont anticipé beaucoup de transformations qui, à leur époque, n'étaient pas encore tout à fait achevées, une transformation technologique, l'importance justement de la science et de la technoscience dans la redéfinition du capitalisme, dans justement dans la réorganisation de la pratique institutionnelle. C'est-à-dire que, bon, entre le taylorisme du début du XXe siècle et aujourd'hui, le management d'aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire les technologies de gouvernement les technologies de gouvernement et de capture de la subjectivité se sont beaucoup développées. Et ça, c'est quelque chose que certains marxistes orthodoxes n'ont pas compris, justement, à mon sens. Ils n'ont pas compris. Même Rancière, qui très tardivement rompt avec Althusser, dans les années en 74, si je ne me trompe pas, et dit au fond, voilà, Althusser nous avait appris que c'était la science, c'était avec la science qu'on faisait de la révolution. Et là, on a un mouvement en 68 qui est fait, voilà, un peu par tout le monde, et on n'a plus besoin justement de ces grandes explications savantes. Et Rancière, intuitivement, enfin même plus qu'intuitivement, a très bien saisi ce rapport entre
très compliqué justement entre science et politique. Sauf que bien sûr, ce rapport à la science devenait d'autant plus compliqué que la science n'était plus la science que Althusser avait appris à l'école normale supérieure, la science des épistémologues, hein, des grandes théories épistémologiques. Voilà, il y a Einstein, et puis après il y a la mécanique quantique, et puis après donc il y a des grands paradigmes. Non, la science c'est de l'industrie. La science c'est des dispositifs industriels. Euh, En Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, il y a 5 ou 8 000 chimistes. 5 ou 8 000 chimistes. Imaginez le nombre de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie pétrochimique ou pétrochimique dans le monde. Donc ce sont donc Deleuze et Guattari, c'est une œuvre qui, comment dire, a accompagné ces transformations et ces mutations. Eux ont bénéficié d'une époque aussi, il faut le dire aussi, qui était une époque où l'heure était davantage, disons, à l'intégration. Et l'université de Vincennes à laquelle a participé Deleuze, hein, après 68, où j'enseigne, qui est maintenant l'université de Saint-Denis, mais qui avant était l'université de Vincennes, fondée après 68 par l'État, où tous les gauchistes, le Parti communiste, tout ce qu'il y avait disons, d'activistes, de pensée contestataires est allé enseigner, hein, de gens qui ont des postes de fonctionnaires, hein, quand même à l'époque. Ça dit quelque chose de ce temps-là, parce qu'à la même époque, pour beaucoup d'intellectuels ou d'opposants dans d'autres pays du monde, la solution c'était la clandestinité, l'exil ou la mort. Alain Badiou a pu être un militant maoïste et finir quand même fonctionnaire honoré de l'université française, même si bien sûr on le met un peu de côté parfois. Mais quand même, ce ne sont pas des gens qui ont dû fuir le pays. Hein. Donc ça trace quand même des lignes de fuite qui sont à mon sens très très différentes. Et je finirai là-dessus, et ça me fait penser d'ailleurs à un texte de Norbert Elias qui est très intéressant pour penser tout ça, qui porte sur la fraction armée rouge en Allemagne, où Norbert Elias dit au fond, selon lui, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que les jeunes qui se sont engagés dans la lutte armée en Allemagne sont des jeunes à qui, au fond, c'est des jeunes diplômés, des gens qui avaient qui n'avaient pas de perspective malgré justement leur niveau d'études, la place qu'ils auraient dû avoir ou qu'ils estimaient avoir dans une société, et bien sûr aussi une société qu'ils rejetaient aussi à cause de l'histoire du nazisme, hein, comme en Italie, on y a eu la question du fascisme aussi, hein, qui fait qu'en France, il y a eu, disons, une histoire par rapport à la pensée critique très différente. Hein. Les Italiens sont venus chez nous, on n'est pas allé nous en Italie, un Négri est venu en France. Hein. Et donc a transporté avec lui bien sûr toute cette pensée de l'autonomie, de l'opéraïsme en France, etc. Mais en France, on a eu quand même, c'est vrai, une situation très particulière. Une situation très particulière, puisque l'État a produit des institutions qui ont intégré la contestation. Et au fond, c'est comme si le gouvernement de l'époque avait lu le texte d'Norbert Elias, c'était publié bien plus tard, hein, en 90, mais c'est très éliassien comme moment. C'est-à-dire, c'est un moment, effectivement, où l'État, quelque part, s'est donné les moyens d'intégrer, de donner des perspectives professionnelles aux militants les plus radicaux. Bon, sauf ceux qui, comme Pierre Goldman, par exemple, ou sauf comme ceux qui se sont retrouvés dans les années 80 dans un groupe qui s'appelait Action Directe. Là, c'était une machine de guerre réelle, hein, mais qui restait très minoritaire. Hein, c'était un groupe qui pratiquait des attentats, des assassinats, etc., politiques, mais c'est resté très minoritaire par rapport à ce qu'a été la fraction armée rouge ou les brigades rouges en Italie, qui ont été liés à des mouvements de masse beaucoup plus développés. Et d'ailleurs, il faut lire cette question de la machine de guerre chez Deleuze et Guattari, bien sûr, en rapport avec ses préoccupations de l'époque. La question, et la question qui nous est posée d'ailleurs aujourd'hui au niveau de la reconstruction d'une subjectivité, il me semble, politique, c'est bien sûr, on voit très bien que on n'a pas forcément envie d'aller vers la guerre civile, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas l'expropriation. On voit bien que, la question d'expropriation du capital nous met souvent devant cette alternative extrêmement difficile. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour transformer aujourd'hui des institutions publiques qui sont vidées de leur sens, qui sont vidées de leur financement par l'État lui-même, etc. Hein. Et donc, je crois que c'est au centre des préoccupations de votre groupe sur la question du néolibéralisme. Et je pense que voilà, Deleuze et Guattari sont des auteurs un peu limitrophes, un peu charnières de la transformation et de la mutation subjective d'une époque. Et aujourd'hui, comme on doit un peu tout reconstruire, hein, d'une certaine manière, quand on est critique du capitalisme et quand on pense que c'est peut-être pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité, on espère en tout cas, eh
bien, on a encore beaucoup de ressources à prendre, je pense, chez eux, en contextualisant, mais en décontextualisant, parce que ce sont aussi des gens qui pensent, bien évidemment, et qu'on ne peut pas non plus réduire totalement à leur contexte. Et notamment parce que, je finis là-dessus, sur cette question de la machine de guerre, ils ont introduit des questions qui relèvent de l'anthropologie politique, et pas seulement de la sociologie. Voilà, donc je m'arrête là, j'espère que ça va. Ça a été? Bon. Et on peut discuter maintenant si vous voulez. Sœur, vous m'entendez? Alors, vous abordez de nombreuses questions qui, à mon avis, sont très intéressantes, non seulement pour ceux qui s'intéressent à ces auteurs que vous avez mentionnés, hein, les auteurs de l'analyse institutionnelle notamment, et ceux qui s'intéressent à la discussion sur ceux qui s'intéressent aux travaux de Deleuze en particulier, mais je pense que votre présentation touche un point fondamental qui est la contextualisation. Vous avez utilisé l'idée de la base matérielle, hein, mettre, disons, les auteurs de ce débat français, hein, en particulier Guattari et Deleuze, dans leur contexte, les placer dans leur contexte. C'est-à-dire reprendre un peu l'historicité de cette réflexion, l'historicité du contexte, disons, dans lequel ils étaient complètement immergés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ces auteurs au Brésil, bien sûr que leur réception et leur circulation, hein, de leurs idées ici, est très variable et très hétérogène. Mais de façon générale, ces auteurs ont circulé à un moment très spécifique au Brésil. Ils sont entrés au Brésil à un moment spécifique, à savoir le moment de la transition démocratique et de la redémocratisation au Brésil. Guattari, c'est un auteur qui a atterri, ainsi que Foucault d'ailleurs. Foucault, c'était avant, mais en tout cas, ils ont vraiment ils ont pris leur élan, disons, véritablement vers au-delà du champ de la philosophie, des champs spécialisés, à un moment de transition démocratique et de redémocratisation du pays. Et ça explique cette pénétration des auteurs, hein. Guattari, par exemple, a beaucoup été lu par des gens du mouvement antimanicomial, sanitariste, etc. Il a eu une circulation considérable au Brésil qui, d'une certaine façon, remonte à un contexte historique différent de la France, hein. Mais disons, en termes d'orientation politique, c'était une lecture qui était politiquement très enracinée. Foucault, par exemple, hein, on en a parlé. Je... la couverture de la première édition de son, de la- d'un ouvrage dont le traducteur n'a pas compris le nom, c'est l'anti-microphysique du pouvoir, hein, avec la figure, vous savez, l'image des yeux rouges. Ça renvoie à la torture, ça. C'était quelque chose qui renvoyait, voilà, l'antimicrophysique, ça renvoyait à la torture, hein. Et la direction générale du livre va dans une direction opposée. Mais si l'on retire ça de son contexte, on va voir que ça aura du sens, puisque Foucault est élu par des critiques de la dictature militaire. Donc, ce travail consistant à enraciner, ancrer des auteurs comme Guattari, euh, est fondamental non seulement pour la circulation, la réception qu'on a eue au Brésil. En Italie, c'est un auteur beaucoup plus radical que la réception italienne est beaucoup plus proche de la réception brésilienne. Donc, je pense que cette approche est fondamentale, consistant à historiciser, contextualiser les auteurs. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que nous avons eu beaucoup de commentaires qui ont été faits au sujet de la pensée française des années 70, hein, au Brésil, en particulier à São Paulo, mais je pense que ce sont des choses qu'on trouve dans tout le pays. C'est le type de problème dont vous avez parlé, hein. Euh, des auteurs qui ont été lus, par exemple, une critique marxiste de la pensée française des années 70 ici au Brésil, qui n'ouvrait pas de possibilité de discussion avec cette production. Et je pense que l'une des nombreuses raisons, il y en a beaucoup, on ne pourra pas en parler véritablement, mais je pense que ça, c'est lié à la manque de considération de cet élément de contexte historique et politique de ces auteurs. On a complètement ignoré d'où sont apparues, où ont surgi certaines théories. Par exemple, Deleuze, microphysique du pouvoir. Deleuze, dans un cours qu'il a donné sur Foucault à Vincennes, il parle d'ailleurs dans ce cours de l'idée de la microphysique du pouvoir comme étant une théorie gauchiste, justement puisque c'est quelque chose qui dissémine dans des espaces très hétérogènes un type de critique institutionnelle au pouvoir ou des critiques concernant les arrangements normatifs. Bref,
Ça a été ignoré. Ça a été ignoré pendant très longtemps et je pense que c'est ça qui explique notamment beaucoup le type de circulation que ces auteurs ont eu et continuent d'avoir d'ailleurs, hein. Ça consiste à ignorer aussi énormément notre propre histoire. Ignorer que ces auteurs ont été reçus dans un contexte de redémocratisation très spécifique, ignorer l'histoire de de nos mouvements politiques. Donc au-delà qui existe au-delà de cette discussion universitaire, de la circulation des idées, hein. Donc je pense que là, votre contribution, professeur, est énorme à ce débat puisqu'elle nous permet d'aller au-delà des discussions spécialisées entre les universitaires. Et ça, c'est une contribution énorme. Et vous êtes tous invités d'ailleurs on débute cette discussion-là justement pour développer un travail de recherche entre les deux groupes, hein, Vincennes et Paris 8 ici à la OUSP. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas. C'est très important d'entendre ce que vous venez de dire, professeur. Voilà. On va maintenant passer la parole au public hein, pour les questions. On peut prendre des questions de la part des participants qui sont ici, mais aussi sur Internet, hein. On peut prendre peut-être des blocs de deux, trois questions. On a déjà une question au fond là. On a quelqu'un d'autre, Chris, Lorenzo. Qui d'autre? Voilà, comme ça, on peut prendre un premier groupe de questions. Quelqu'un d'autre? Ricardo, Adriana? Je convoque les gens quasiment là à poser des questions, hein. Bon, réfléchissez un petit peu et on prend déjà un premier bloc de trois questions. C'est important de parler bien près du micro et le traducteur en profite pour demander au professeur Valentin, faites attention s'il vous plaît, professeur, à bien parler près du micro aussi. Bonjour, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre exposé. On a là de nombreux éléments que vous avez développés, que vous avez élaborés, qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, du point de vue personnel, hein, moi personnellement, ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est une grande contribution pour notre réflexion, pour nos débats. Moi, je suis architecte, urbaniste, je travaille les questions de la ville, disons. Et à un moment de votre ville, de votre exposé, vous avez mentionné rapidement l'urbanisme. Et je voudrais, en ce sens, vous demander de développer un petit peu une réflexion. Une réflexion sur la production de la subjectivité, la production des subjectivités dans la ville et par la ville, par le biais de la ville, des villes. Je vous demande ça puisque les villes finissent, en fin de compte, les villes, c'est un peu les institutions des institutions ou les dispositifs des dispositifs dans lesquels on a une concentration, une agglomération de millions et de millions de personnes. Comment est-ce que vous voyez, professeur, comment est-ce que vous voyez ça, professeur, cette question, cette dimension, cette relation? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Kazu Nakami. Je suis professeur de l'Institut de la ville de l'Université fédérale de São Paulo. On a Lorenzo qui veut poser une question également. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, je suis doctorant à l'Institut de psychologie de l'USP. D'abord, je voudrais vous remercier, professeur Valentin, pour votre exposé, vous remercier pour la possibilité du dialogue que l'on a ici. Et je voudrais vous poser une question au sujet de... je voudrais vous demander comment vous voyez aujourd'hui, actuellement, euh, la productivité, la pertinence, mais aussi les limites de la pensée politique de Deleuze et Guattari. En particulier de Guattari d'ailleurs, si l'on pense les mutations que le capitalisme a subies, en particulier si l'on pense à la rationalité néolibérale de nos jours, qui fait en sorte que l'État lui-même travaille pour les néolibéraux et démantèle toutes les institutions publiques. Voilà, donc quelle est la portée, mais aussi quelles sont les limites de cette pensée politique? Merci, professeur. Quelqu'un d'autre? On a d'autres questions? Non, vous réfléchissez? Chris, peut-être? Là, alors je convoque. Attention, je vous convoque, hein. C'est une convocation. Alors, moi, je voudrais vous remercier également. Je pense que
l'effet analytique qui a été produit de cette récupération de pensée historique et de contextualisation. Mais pour enchaîner par rapport à la question de Lorenzo, euh, je, la discussion sur la micropolitique du fascisme, c'est quelque chose qu'il avait déjà entrevu avant, hein, et donc je voudrais peut-être un petit peu faire discuter un petit peu du fascisme en fin de compte, hein. Euh, pour profiter donc de cette question qui a été soulevée, hein, qui est un groupe de questions plutôt en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, c'est un peu trop schizoanalytique d'avoir le casque sur les oreilles en même temps. La question du dispositif est vraiment terrible. Oui, sur la question de la ville, j'ai mentionné Henri Lefebvre à un moment donné, qui, alors bien sûr, voilà, sur le droit à la ville, etc., qui a écrit un texte, d'ailleurs, à un moment donné, dans les années 70, où il critique, il était très proche de l'analyse institutionnelle de Louraud et La Passade, mais il va critiquer l'analyse institutionnelle. Et là, j'anticipe un peu sur la deuxième question, mais je vais répondre à la question sur la ville, en disant, au fond, voilà, il ne parle que des institutions dans lesquelles ils peuvent intervenir. Hein, il parle essentiellement des institutions, justement, éducatives, sociales, et donc, il parle à partir quand même d'une sorte de base matérielle, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire, il parle à partir des institutions où l'intervention est possible. Lefebvre dit par exemple, est-ce qu'on pourrait faire une analyse institutionnelle de la fiscalité? Est-ce qu'on pourrait faire une analyse institutionnelle de l'armée? Voilà, sachant que dans le contexte, sachant que dans l'analyse institutionnelle psychosociologique, il y a toujours cette question de la demande, de la commande, hein, qui est passée à l'intervenant, et donc voilà, il y a toujours cette dépendance, en quelque sorte, à l'égard d'une commande institutionnelle qui est quand même adressée à un groupe d'intervenants. Plutôt que de limites, moi je préférais parler d'échelle. Parce que bon, les limites des auteurs, on trouve toujours des limites. Il y a des limites au marxisme, il y a des limites à la critique du marxisme, il y a des limites à la critique de la critique du marxisme, bon, il y a toujours des limites. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de penser en termes d'échelle. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, bon, si on prend, disons, le plateau et l'anti-Oedipe, bon, il est vrai que tout n'est pas toujours très clair chez Deleuze et Guattari, et que parfois ça va très vite en généralité. Donc la limite, elle est parfois un peu, effectivement, elle se situe un peu parfois dans la généralité du propos, et parfois dans le manque d'une expérience, hein, quand même d'une enquête, hein, qui va venir en quelque sorte attester, hein, quand même ce qui est proposé. Mais je pense que voilà, leur mode d'écriture est très expérimental et très adéquat à un type d'expérience, effectivement, qui va se situer à une échelle peut-être locale, qui peut en même temps penser son insertion dans un champ beaucoup plus global, mais où justement la subjectivité est en jeu. Et je pense que à cette échelle-là, ils sont très pertinents. Après, pour penser les mutations du capitalisme sur le plan économique, la question, je ne sais pas, de l'exploitation des matières premières, bon, oui, je ne sais pas si Deleuze et Guattari nous aident à... Je ne pense pas du tout que Deleuze et Guattari nous permettent de tout penser. Ça, je pense que les limites sont... Après, les limites au niveau de la critique du capital, elles sont peut-être aussi liées au fait que, voilà, depuis leur mort, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la fin de la guerre froide, sont quand même des auteurs quand même de l'époque de la guerre froide, même de la fin de la guerre froide. Ils ont vécu quand même dans cette division entre blocs. Et donc penser, disons, les multiplicités à l'époque de cet affrontement entre blocs, peut-être, mais d'une certaine manière, encore une fois, peut-être ça anticipait un peu comme Marx, alors sans nécessairement les comparer à l'ampleur de Marx. Marx aussi, hein, ce que décrit Marx finalement, c'était tout commencement, au tout début, ce que Marx a théorisé, a observé à travers le développement du capital et de l'industrie. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même, à travers justement l'industrialisation des institutions, parce que de ce dont je parlais tout à l'heure, c'était quand même de devenir industriel des institutions. Parce que pour que le néolibéralisme ait pu se développer dans les institutions, il a fallu que les institutions atteignent cette masse critique industrielle. Pour que l'intelligence artificielle aujourd'hui devienne un problème et un enjeu politique ou un enjeu de masse, il a fallu l'industrie. L'intelligence artificielle est dans son développement, je ne parle pas dans son développement théorique, je parle dans son développement industriel et d'industriel de cette industrie. Alors ça m'amène aussi à la question de la ville, justement.
parce que, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la ville, mais je trouve la question très pertinente parce que on le voit très bien avec le CERFI autour de Guattari. On le voit très très bien. Je veux dire, il parle d'équipement collectif. La notion d'équipement collectif est indissociable du développement urbain. Et d'ailleurs, les institutions dont on parle là, dans leur dimension industrielle et dans leur dimension massive, dans leur dimension de masse, sont sans doute indissociables du développement des villes, le développement des universités, par exemple, dans des équipements universitaires, des équipements psychiatriques aussi, sont indissociables du développement des villes. Ce qui fait d'ailleurs peut-être ce qui permettrait d'ajouter peut-être une précision, une nuance, enfin pas une précision plutôt, au débat entre Guattari et Houry, c'est que Guattari est vraiment, d'une certaine manière, un penseur de l'urbain, quelque part, de l'urbanisation. On trouve d'ailleurs, je crois, dans les trois écologies, dans les années 80, une critique de Trump. Déjà dans les années 80, où il compare Trump, alors je ne sais plus, enfin il dit évidemment pas des choses sympathiques sur Trump, évidemment, mais disons, il en fait un portrait très clair du danger que représente Trump, justement, dans cette transformation de la ville, dans le fait de vider la ville de ses habitants, etc. Et d'ailleurs, au niveau de si on parle d'une réflexion sur la production de subjectivité, moi, il y a un événement récemment en France qui, pour moi, a été quand même très marquant par rapport à cette question-là, c'est la question des Jeux Olympiques à Paris. Alors là, on a vu un événement quand même. Alors c'est impressionnant de voir c'est très intéressant d'observer les glissements et comment dire, les conversions subjectives des gens. La manière dont les gens changent en termes de subjectivité. Avant les Jeux Olympiques, tout le monde dit mais c'est horrible, c'est effroyable, boycott. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens disent boycott les Jeux Olympiques, hors de question de participer à ça, etc. Et après, tout le monde termine en disant bah, c'est génial la cérémonie d'ouverture, et puis cet athlète, vraiment, vraiment magnifique sa performance et tout ça. Bon, donc vraiment, on est pris quand même dans des contradictions quand même assez, dans des dispositifs puissants. Et alors, sur la cérémonie d'ouverture, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que je crois, quelques semaines avant, on était en France pris dans des élections législatives anticipées où on avait l'angoisse, la peur de voir l'extrême droite arriver au gouvernement. On ne parlait, en tout cas les gens qui ne sont pas d'accord avec l'extrême droite, qui représentent heureusement encore beaucoup de gens dans le pays, je veux dire, on était angoissé par ça. On était guidé par la peur. Et là, la cérémonie d'ouverture arrive. Cette cérémonie d'ouverture, magnifiquement composée par l'historien Patrick Boucheron, qui met en avant, disons, le queer, je veux dire, des personnes issues des minorités racisées, etc. Et là, tout le monde respire en disant, bah, finalement, notre pays, finalement, n'est pas si mal. Sauf que le problème, c'est que cet événement, finalement, subjectif, c'est très intéressant de lire d'ailleurs, moi j'aime beaucoup Patrick Boucheron par ailleurs, c'est vraiment un historien très passionnant, mais disons qu'il justifie sa participation à la cérémonie d'ouverture en disant on a conçu cette cérémonie comme voilà, les images appartiennent à tout le monde et ça va être... Moi je me suis dit au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche n'existe plus que là. La gauche est diabolisée partout, sauf quand elle passe à la télévision, dans une cérémonie d'ouverture, et qu'elle permet aux gens de gauche de se rassurer narcissiquement sur leur appartenance au camp progressiste. Très bien. Mais pendant que cette cérémonie, c'est un peu comme organiser un événement écologique sur un yacht, quoi. On était un peu là-dedans. Là où l'infrastructure, justement, était quand même en contradiction radicale, pour faire du badiou, avec la superstructure. Donc, ce qui nous amène à la question du fascisme. Et j'ai oublié de le mentionner d'ailleurs, et il y a évidemment une préoccupation. Deleuze et Guattari sont vraiment des gens qui sont très préoccupés par cette question du fascisme. Mais la psychothérapie institutionnelle aussi, avec Tosquelles, etc., vient aussi d'une culture antifasciste profonde. Il y a vraiment, c'est très très fort cette question de l'antifascisme, même s'il ne faut pas mythifier à Saint-Alban, en tout cas de la résistance. La résistance, parce qu'à Saint-Alban, il y avait aussi des pétainistes dans la résistance, donc c'est plus compliqué que ça, c'est pas que de l'antifascisme. L'opposition à l'Allemagne dans 39-45, c'est pas que de l'antifascisme, c'est une opposition à l'expansion de l'Allemagne. C'est deux choses un peu différentes. Il faut pas, voilà. Mais cette question du fascisme, elle est au cœur de leurs propos. Et là encore, ils ont un point d'originalité. Ils ne sont pas les seuls à penser la question du fascisme, évidemment. Dans la théorie critique, par exemple, le fait. Le texte que je mentionnais de Gutermann le fait. Henri Lefebvre, dans La conscience mystifiée, avec Gutermann aussi, dans les années 30 aussi, ils assistent en Allemagne à la montée du fascisme. Ils se disent, là, il y a un phénomène qu'il faut penser. Reich, évidemment, aussi pense cette question du fascisme. Mais eux, encore une fois, leur spécificité,
ce qu'ils apportent, c'est d'apporter ça du point de vue de la psychose et d'apporter ça, d'apporter un point de vue par rapport à ces appareillages institutionnels qui s'occupent justement de la normalité et de la subjectivité normale. Et parce que la psychose, ça renvoie à quoi? La psychose et la folie, ça renvoie à la vulnérabilité. Ça renvoie à une vulnérabilité de l'espace social, à la peur aussi, à la peur, au danger, à la question de la dangerosité, qui bien sûr a à faire sans doute avec le développement urbain. Hein, parce que traiter des problèmes, traiter les questions de santé mentale, les questions de santé mentale ne sont pensables qu'à une certaine échelle. On ne va pas poser les questions de santé mentale à l'échelle d'une communauté extrêmement réduite, traditionnelle, etc. La notion même de santé mentale signale qu'on est dans un discours scientifique, qu'on est dans une approche scientifique, institutionnelle, étatique des comportements. Donc tout ça nous renvoie d'ailleurs, alors il y a un livre d'ailleurs passionnant par rapport à ça, qui est un peu daté, qui est ancien, qui est le livre de quelqu'un qui est beaucoup venu au Brésil aussi, qui est Roger Bastide. Roger Bastide, l'anthropologue, qui a écrit un livre dans les années 60 sur la sociologie des maladies mentales. Hein, où là, on voit vraiment le rapport entre l'émergence des sciences sociales et l'émergence de la psychiatrie aussi. Hein, ce sont aussi des savoirs d'État. Et quand on parlait tout à l'heure du marxisme occidental, voilà, tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que ces savoirs qui sont ces savoirs d'État ne soient pas que des savoirs de l'État sur nous, mais soient aussi des savoirs que nous puissions nous réapproprier. Hein. Quand tu parlais tout à l'heure de l'historicisation et du contexte, je trouvais ça très intéressant, justement, cette réception de Foucault dans le contexte dictatorial brésilien. La question de la contextualisation, évidemment, nous place pas face à la question des usages, hein, des usages concrets. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que la boîte à outils foucaldienne, elle fonctionnait peut-être beaucoup plus ici, d'ailleurs, encore plus ici qu'en France, d'une certaine manière, cette théorie de la boîte à outils. Donc voilà, en gros. Bom, acho que dá tempo. On peut prendre un dernier groupe de questions. Un dernier groupe de questions ou une dernière question? Deux petites dernières questions et on clôture ensuite. Vas-y, tu peux poser la question. Merci beaucoup, c'est super c'est très intéressant, très riche ce que vous dites, votre présentation, vos réponses. Et moi, j'aimerais savoir, vous m'entendez, professeur? Le traducteur est là. Le traducteur a toujours été là. Donc, professeur, j'avais une curiosité concernant les différenciations que vous établissez entre la praxis de Guattari et celle d'autres composantes, Jean Houry, Deleuze d'une certaine façon aussi, et les possibilités d'articulation avec les pratiques féministes dans ce contexte de l'émergence de ces idées, euh, et également comment ça a évolué pendant ces dernières décennies. Il y a une appétence vis-à-vis d'une reconnexion de l'héritage de Deleuze et Guattari au féminisme, qui est un féminisme assez périphérique dans le grand féminisme, vis-à-vis du grand féminisme. En tout cas, je vois ici et au Royaume-Uni, qui est très lié à la théorie critique, qui a gagné plus d'espace et d'articulation avec la psychanalyse. Voilà, donc c'est pas forcément, c'est une question un peu thématique, disons. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les idées de Guattari qui s'articulent avec des possibilités de demande et de pratiques féministes qui peut-être sont un petit peu laissées en marge ou peut-être dans l'oubli et qui devraient être récupérées. Moi, je m'appelle Ralou, je suis chercheur, je m'intéresse à la migration japonaise à la USP et je voudrais d'abord vous remercier, professeur. Votre intervention est très importante, notamment pour la réalité de São Paulo, dans la mesure où l'USP elle-même et la faculté de sciences sociales de l'USP a eu à ses origines, à l'origine de sa fondation, une participation importante de la mission française. Et c'est justement cette question de savoir ce qu'est la limite et ce qu'est l'échelle, ce qui est limite et ce qui est échelle. Kazou a posé une question tout à l'heure
concernant la façon dont la subjectivité apparaît, par exemple, dans les grandes métropoles, notamment à São Paulo. C'est justement cette question de la territorialité, de la reterritorialité plutôt, dont vous avez parlé, hein, dont vous avez très bien parlé d'ailleurs. Vous avez dit que ce n'est pas une question de limite, c'est une question d'échelle, locale en l'occurrence, et d'échelle locale de la ville. Euh, c'est pour ça que la question de l'échelle, dans ce cas-là, c'est le plus important. Quand Lefebvre propose son analyse de la planification, etc., il fait ça sur des grandes métropoles, sur des grandes villes. Et là, on parle donc de la réalité peut-être de la France, où l'économie politique, par exemple, est déjà un problème qui est totalement résolu dans le cadre de l'histoire économique de la France. Maintenant, dans le cas particulier du Brésil, ce n'est pas une question qui est résolue. C'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant quand vous avez parlé de l'échelle. C'est intéressant de parler à l'échelle locale, où est-ce que la subjectivité apparaît? Et la question de savoir ce qui est le macrocosme et ce qui est le microcosme, dans le cas particulier de l'endroit où la subjectivité se produit, pour nous en tout cas dans la politique et dans l'économie, c'est la question du microcosme. Donc, professeur, je voudrais que vous proposiez un contrepoint, vous qui venez de France, vous qui venez du macrocosme, et nous qui sommes ici, au Brésil, à São Paulo, qui sommes dans ce microcosme. Quelle est la dialectique que vous voyez et où sont les points de convergence dans cette relation dialectique entre le macrocosme et le microcosme? Donc, concernant la question de la territorialité et de la reterritorialité. Merci beaucoup. Je pense que je vais commencer par la deuxième. Je vais commencer par la deuxième question, qui me semble peut-être nous permettre peut-être même de commencer à élaborer notre projet de recherche. Oula, oula. Bon, je casse le matériel, désolé. Bon, je viens de France pour casser le matériel, je suis vraiment désolé. Je vais commencer par la deuxième question et ça me permettra d'enchaîner sur la première. La question de l'échelle, justement, chez Deleuze et Guattari me paraît intéressante. Elle n'est pas thématisée comme telle, mais il me semble qu'elle est présente parce que, au fond, ils nous sortent un petit peu de l'opposition stérile entre macro et micro-social. C'est-à-dire que, au fond, une révolution moléculaire, ce n'est pas une révolution de petite échelle, et une transformation molaire, ce n'est pas une transformation de grande échelle. Je pense que l'échelle a beaucoup plus à voir avec la précision, avec la spécificité de ce qu'on transforme, par exemple. Par exemple, on peut considérer qu'une interruption qui va concerner le réseau Internet, par exemple, ça peut être sur une échelle tout à fait importante, et pour autant c'est très spécifique. Et on peut considérer que c'est moléculaire. Alors, si j'ai bien compris la question que vous posez, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, si je vous ai bien entendu, que la question que vous posez, elle concerne un enjeu quand même qui est très large et quand même très encore à explorer, qui est celle d'une sorte de division du travail international dans la production des idées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi, dans cette circulation, il y a quand même, quand on parle encore de la circulation de Deleuze et Guattari au Brésil, etc., on est encore dans une circulation nord-sud quand même. Là, pour le coup, qui est assez... voilà, qui est peut-être en train par moment de se renverser un peu, enfin en tout cas de se rééquilibrer un peu à travers, disons, en tout cas le succès, par exemple, qu'ont une certaine anthropologie brésilienne, par exemple en France, par exemple de Viveros de Castro, ou même certains philosophes africains aujourd'hui, comme Suleiman Bachiandian, etc., ou Achille Mbembe, qui connaissent maintenant une renommée, disons, internationale, mais ça reste effectivement quand même, au niveau si on regarde la production des idées au niveau mondial, enfin, si on regarde une statistique globale, on voit très bien que, voilà, on a encore l'Amérique du Nord, puis certains pays européens, et voilà, je dirais après,
qu'est-ce que le Sud? Alors ça, c'est toute une question. On peut vraiment beaucoup discuter de cette notion-là qui est aujourd'hui de plus en plus discutée, hein, de plus en plus. Je pense que, et c'est d'ailleurs, je pense, un point qu'on a envie, je crois, d'explorer avec Milton, c'est la différence dans le rapport à l'État. Hein. C'est-à-dire que chez Deleuze et Guattari, il y a une critique de l'État. Ils sont malins parce que la critique de l'État, c'est une critique qui est une critique qui va chercher qui va chercher, disons, ses ressources du côté de l'anthropologie politique. Et donc, on ne peut pas réduire simplement à la critique de l'État social français des années 60, 70, ou même, voilà, de notre contexte social. Donc, ils essaient, comment dire, d'aller plus loin, bien évidemment, dans l'élaboration. Après, si on se situe effectivement du point de vue de la circulation des idées, là, il y a effectivement, ils ont pensé un peu, hein, quelque part, ils ont pensé beaucoup de choses. Donc oui, on trouve dans certains passages de Mille Plateaux, je crois, un peu des passages sur la division du travail, hein, sur la division du travail international, etc. Je pense qu'ils étaient parfaitement conscients de ce type de thématique. Mais c'est vrai que Deleuze et Guattari ne sont pas à proprement parler, enfin il me semble, ne sont pas à proprement parler des penseurs qui s'intéressent beaucoup à la question de l'impérialisme, par exemple. Justement parce que on est encore là dans des affrontements très molaires, hein, très par bloc. Hein. Donc c'est pas quelque chose, disons, ils connaissent toute cette littérature sur l'économie de la dépendance, etc. Bien sûr, je veux dire, toute cette génération-là a été nourrie par la pensée du tiers-monde, par évidemment Fanon, mais même si on prend d'ailleurs, si on prend Fanon, on n'a pas parlé de Fanon, mais si on prend Fanon, le parcours de Fanon quand même est extrêmement différent de celui de Guattari. Fanon, c'est quand même quelqu'un qui justement passe à lutte armée, c'est-à-dire qui entre quand même qui est psychiatre, qui est un nom donc très important de l'histoire, on peut dire, des rapports entre psychiatrie et politique. Enfin, le devenir de Fanon et le devenir de Guattari est quand même très très différent. Hein. C'est pour ça que je crois que quand on fait comme ça du name dropping dans certaines approches de théorie critique comme ça, on va un peu tout, voilà, on va un peu associer tous les noms comme ça pour faire un peu, il faut faire un peu attention parce qu'on a derrière des histoires et surtout des pratiques qui sont très différentes et qui sont intéressantes justement par leurs différences. C'est intéressant de penser justement les différentes échelles possibles de contestation et de niveau de contestation et de niveau de critique. Je pense que ce sont des penseurs par rapport justement à la théorie critique, quelque chose qui serait une théorie générale critique, eux, ils ne sont pas justement dans l'élaboration d'une théorie générale, ils sont plutôt dans la production de concepts. La production de concepts qui ont une pertinence à un moment donné pour penser tout un ensemble de problèmes, mais après, il faut lâcher. Je veux dire, si rhizome demain ça marche plus, il faudra lâcher ça. On ne va pas répéter le rhizome éternellement. Hein, l'idée n'est pas d'être des doctrinaires, des Deleuze-Guattari studies, quoi. Alors ça m'amène un peu à la question précédente sur le féminisme. Alors peut-être qu'un des problèmes quand même de Deleuze et Guattari, c'est qu'ils pensent quand même encore à travers des concepts très larges que sont, je sais pas, la folie, la psychose, la schizophrénie, le capital, le champ social, et qu'il me semble qu'un des apports des mouvements féministes, parce qu'évidemment il y a une grande pluralité derrière cette expression-là, c'est quand même de spécifier, quand même aussi, les rapports de domination, les rapports de pouvoir, le rapport à la reproduction, justement, à la reproduction sociale. Là, il y a un dialogue intéressant aussi avec Henri Lefebvre. Il y a eu des relectures féministes matérialistes d'Henri Lefebvre, hein, par rapport à la critique de la vie quotidienne. Et donc, il y a... bon, et aussi, alors, tout simplement, la question du féminisme, de rapport de Deleuze et Guattari par rapport au féminisme, c'est d'aller voir, par exemple, le travail d'Anne Quérien, par exemple. C'est d'aller voir Anne Quérien, Liane Moser. Ce sont des femmes qui ont été qui ont été à la fois proches de Guattari, mais aussi au centre du mouvement de libération des femmes, par exemple, hein, qui ont participé au MLF en France dans les années 60-70. Alors après, quand elle raconte les rapports interindividuels, c'était quand même compliqué. C'était pas non plus... Oui, ça reste quand même très masculin, quand même, cet univers-là, hein, de théorie critique. Et à cette époque-là, oui, c'est quand même très largement dominé. C'est pas pour rien que le mouvement féministe a émergé. Le mouvement féministe a émergé justement à cause de ça. Donc c'est pas surprenant que ce qui était invisibilisé soit arrivé à la visibilité. C'est justement parce qu'il y a eu une histoire. Hein, il y a eu justement cette histoire.
Et par rapport à l'historicité, je pense que voilà, ce serait de voir quel statut on accorde à l'historicité. Hein. C'est pas pour moi nécessairement d'y accorder une fonction explicative. Hein, c'est pas, sinon on va tomber dans une forme de réductionnisme historique, une forme d'histoire des idées très réductrice, qui au fond, voilà, Deleuze et Guattari, où le structuralisme, alors le structuralisme, ce serait la pensée des grands bâtiments, voilà, de l'urbanisme justement très moderniste, et puis Deleuze et Guattari, ce serait, disons, la pensée du développement, je sais pas, des expériences psychédéliques, voilà. Donc je crois qu'effectivement, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on articule contexte et théorie, parce que bon, il faut quand même dire les choses franchement. J'aurais dû d'ailleurs commencer cette intervention par dire ça. Il y a une production sur Deleuze et Guattari qui est absolument écrasante. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses sur Deleuze et Guattari maintenant. Deleuze maintenant est un auteur qui est au programme de l'agrégation de philosophie en France, qui est un concours de recrutement pour l'enseignement, hein, un concours assez élitiste de recrutement pour l'enseignement secondaire, hein, pour les lycées. Deleuze, il y a quelques années, n'aurait jamais été à l'agrégation de philosophie. Hein. Deleuze est quand même un philosophe qui, dans les études de philosophie, est quand même souvent considéré comme problématique, comme pas très sérieux. Maintenant, Deleuze est entré à l'agrégation. Donc il y a aussi ces phénomènes d'institutionnalisation hein, de la pensée critique qui sont liés à l'éloignement du temps. Et voilà, pour redécouvrir la pertinence des auteurs, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et je pense qu'il ne faut pas non plus forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas non plus forcer à trouver nécessairement des convergences. Peut-être que Deleuze et Guattari, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour la théorie féministe. Il y a peut-être des choses intéressantes, mais peut-être plus Guattari ou plus Souris, justement, sur les enjeux de l'analyse institutionnelle, hein, effectivement, de qu'est-ce que c'est qu'un collectif, de comment est-ce qu'on critique un certain rapport au pouvoir, etc. Là, il y a des choses intéressantes, je pense, peut-être à imaginer, pardon, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à forcer nécessairement parce que, évidemment, dans la pensée critique, on veut toujours que, voilà, il y ait des convergences. Mais pas forcément. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des divergences. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça marche pas toujours, les alliances. Bom, gente, À table, peut-être, on va aller déjeuner. Je vous remercie une fois de plus pour ce débat hein, que Valentin nous a fourni. Je remercie tout le monde qui a participé en présence ou online. Je remercie Anthony et à la prochaine. Donc, on va continuer d'échanger un petit peu.